Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, le Haut Conseil breton pour le climat est heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui devient une petite habitude maintenant chaque année lors de la sortie de notre bulletin annuel. Qu'on va avoir l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Peut-être en guise d'introduction, rappeler ce qu'est le Haut Conseil breton pour le climat. Nous sommes un conseil consultatif qui a été mis en place par la région Bretagne en 2022. Un conseil consultatif donc composé de 20 scientifiques qui représentent une diversité à la fois d'établissements supérieurs et de recherche de la région, mais aussi une diversité de disciplines. Il était pour nous important qu'un spectre très large de disciplines soit mobilisé dans le cadre de ces différents rapports. Le Haut Conseil breton pour le climat fonctionne donc depuis 2022, je l'ai dit, avec des groupes de travail, avec également une production régulière d'avis à la demande du Conseil régional ou sur autosaisine du Haut Conseil breton pour le climat. Donc conseil régional avec lequel nous avons des échanges réguliers et qui nous permet également de disposer d'un budget de fonctionnement de 50 000 euros par an et de 1,5 équivalent temps plein, donc qui nous aide, une aide tout à fait précieuse, et je remercie ici notamment François et Stéphanie pour mettre en musique les travaux de ce Haut Conseil breton pour le climat. Alors il se trouve qu'en plus cette année, nous avons eu le renfort d'une autre personne, Marianne Scholl, qui nous a aidés dans la production du bulletin. Alors, on peut passer à la diapositive suivante pour continuer à rappeler un petit peu les travaux donc, du Haut Conseil breton pour le climat. Donc, le bulletin de cette année, il est le travail donc de ce Haut Conseil, après avoir écouté, auditionné un certain nombre de personnes qui nous ont été aidées à construire donc ce qui figure dans son bulletin, avec un focus donc sur les sciences humaines et sociales. On va y revenir tout de suite. Et puis, comme chaque année, nous avons aussi choisi 4 thèses qui ont été soutenues en 2025 dans la région Bretagne sur le changement climatique. C'est pour nous important à la fois de voir qu'il y a des jeunes qui s'investissent sur cette question-là, et puis de mettre à l'honneur un petit peu les travaux qui sont faits dans la région Bretagne sur le changement climatique. À la diapositive suivante, du coup. Voilà, donc plus précisément, donc cette année, en plus d'une introduction sur la place du Haut Conseil breton pour le climat dans le réseau des Grecs et de ces 4 thèses, le cœur du bulletin, c'est donc ce dossier, changement climatique et société, avec 3 mots-clés que nous avons souhaité mettre en avant: comprendre, agir et transformer, avec l'idée que les sciences humaines et sociales permettent d'apporter un éclairage objectif avec des méthodes qui leur sont spécifiques sur les questions du changement climatique. Et donc, il y a un certain nombre de points qui nous paraissaient importants de mettre en avant. D'abord, les sciences humaines et sociales, comme leur nom l'indique, ce sont des sciences avec des méthodes originales, des problématiques spécifiques, et puis aussi une grande diversité des approches. Donc, pour nous, c'était important de mettre en avant ces éléments de compréhension des facteurs sociaux. Euh, L'action, agir, c'est également regarder comment est-ce que les différents acteurs des territoires mobilisent cette question du changement climatique, comment les institutions, les entreprises, les citoyens, avec leur forme de mobilisation, finalement, décident de se lancer dans cette action. Et donc, dans l'objectif de transformer, c'est-à-dire d'adapter, de préparer la région au changement climatique. Et cela passe aussi souvent par la nécessité de lever un certain nombre de freins, de résistance, et mieux identifier les leviers les plus adéquats pour transformer et adapter la région au changement climatique. Donc voilà un petit peu les champs qui sont couverts par ce dossier, avec un certain nombre d'entrées thématiques un petit peu plus précises sur les territoires, sur la santé, l'habitat, les mobilités, les formes de mobilisation. Et donc, ce sont ces points-là que l'on va illustrer au cours de ce webinaire. Alors, la première entrée est une entrée territoriale
avec une notion importante pour nous qu'il était important de mettre en avant, c'est-à-dire de ne pas se contenter uniquement de décrire le changement climatique en termes de moyenne. Alors, on sait que la température moyenne en France a augmenté d'environ 2 degrés depuis le 19e siècle, mais au-delà de ce constat des moyennes, finalement, ce qui impacte fortement le territoire, les sociétés, ce sont plutôt les extrêmes. Et donc, la moyenne est souvent une notion qui est insuffisante dès qu'on affine un petit peu la maille temporelle et spatiale. Et donc, l'idée était de revenir à la fois sur certains événements récents qui ont eu un impact fort, la sécheresse de 2022, les tempêtes qui se sont produites également en 2023, pour regarder un petit peu le constat et puis essayer de projeter dans le futur les conséquences et les impacts de ces aléas sur le territoire. Et donc le tableau que vous avez ici, alors qui est difficile à lire, mais je vous renvoie évidemment à la lecture complète du bulletin pour avoir plus de clés de lecture. Mais l'idée était d'avoir une double entrée, une entrée ici en bleu en colonne sur les principaux types d'aléas, l'augmentation des températures, les sécheresses, etc. Et puis des grandes catégories territoriales représentées ici en rose en ligne, l'espace littoral, le milieu marin, les milieux agricoles, les milieux urbains plus ou moins denses, et puis aussi d'autres types de milieux plus spécifiques. Et dans ce tableau à double entrée, essayer de croiser finalement l'impact futur, actuel et futur de ces aléas sur ces différents territoires. Donc pour ne pas multiplier les exemples, par exemple, croiser l'augmentation des températures et des vagues de chaleur avec le milieu urbain et mettre en valeur les impacts liés par exemple aux îlots de chaleur. Sur le littoral, sur les canicules marines, on peut croiser la colonne sécheresse avec les impacts sur le milieu agricole et sur la question de la gestion de la ressource en eau. Bref, essayer d'avoir une vision un petit peu plus systémique des impacts du changement climatique sur le territoire avec ce tableau en double lecture. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que ces aléas actuels et futurs, ils ne sont pas équitablement répartis dans l'espace, donc c'est ce qu'on lit à travers ce tableau, et que donc la préparation au changement climatique, il doit prendre en compte l'articulation entre ces différents éléments et les types de territoires. Et cette approche, déjà un petit peu plus poussée, elle est aussi insuffisante, puisque dans un raisonnement plus intégré, il faut aussi prendre en compte l'interaction entre chacun des territoires et les échelons supérieurs ou les voisins. Alors là aussi, sont multipliés les exemples. La gestion des inondations en ville dépend pas uniquement de ce qui se passe en ville, mais de la capacité qu'ont les bassins versants en amont, souvent en zone agricole, de jouer comme des effets tampons, de rétention de l'eau. Et donc on voit finalement qu'il y a besoin d'une appréhension multiscalaire, multiniveau des impacts de ce changement climatique. Et enfin, la dernière idée, c'est la nécessité d'intégrer dans les politiques publiques et les politiques territoriales cette culture de risque, appréhender ces risques climatiques qui seront dans le futur plus nombreux, plus fréquents, de nature en partie différente, survenant aussi à d'autres périodes de l'année que celles qu'on a connues jusqu'à maintenant, de façon à anticiper finalement les impacts du changement climatique à l'échelle des sociétés et des territoires. La diapositive suivante va nous permettre cette fois-ci de poser la question des inégalités sociales et des transitions justes. Donc cette fois-ci, quand on descend au niveau des individus, constater que l'impact du changement climatique est également extrêmement sélectif et que la contribution des individus au changement climatique est extrêmement variable. Alors, si l'empreinte carbone moyenne des Bretons est de l'ordre de 10,5 tonnes équivalent CO2, par an et par habitant. La petite illustration ici vous montre que dans la réalité, là aussi, la moyenne cache des écarts très importants, puisque les 10% de Bretons les plus pauvres ont une empreinte carbone de 2,5 tonnes équivalent CO2, c'est la partie gauche, alors que les 1% des Bretons les plus riches, eh bien, c'est à peu près 10 fois plus, hein, un peu moins de 25 tonnes équivalent CO2. Et donc, on voit ici très clairement l'inégalité de la contribution sociale aux émissions de carbone. Alors c'est d'autant plus important de le mettre en avant que souvent également les revenus modestes, s'ils contribuent moins, ils souffrent également d'une sorte de sobriété subie. C'est pas qu'ils voudraient consommer plus, mais c'est qu'ils ne peuvent pas du fait de leurs faibles revenus, alors qu'ils sont finalement les plus concernés, parfois les plus exposés au changement climatique. Et souvent sans possibilité de marge de manœuvre en termes d'adaptation au changement climatique. Souvent, par exemple, l'impossibilité d'avoir un logement à proximité de son lieu de travail qui oblige à avoir des
mobilité plus longue et souvent sans possibilité de recourir à d'autres formes de mobilité que le véhicule individuel, donc des mobilités carbonées qui sont extrêmement subies. Et donc la question qui va derrière, c'est que du coup les politiques publiques, elles doivent tenir compte de cette diversité, de cette inégalité sociale face au changement climatique, et que par exemple les fiscalités sur le carbone sont à manier avec précaution, en tout cas adaptées de faire porter finalement sur les ménages les plus pauvres les politiques de transition et de décarbonation. Donc c'est un petit peu toute cette série de réflexions-là, euh, ce chapitre du bulletin. La diapositive suivante nous fait passer, je crois, à Anne, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, dans le bulletin, comme tous les ans, en fait, on réserve aussi quelques sections dédiées à la santé, aussi pour rappeler et insister de l'importance des impacts sanitaires liés au changement climatique, qui est aujourd'hui largement documenté dans les revues scientifiques et qui insiste bien sur le fait que le contexte de changement climatique est un exacerbateur de risques sanitaires existants et qui impactent toutes les populations, plus spécifiquement les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants, mais de façon assez générale, on voit que tous les groupes de population sont impactés et qui impactent de façon soit directe, soit indirecte, l'ensemble des populations et des infrastructures. On pointe également l'importance que le système de santé, en tout cas le système sanitaire, médico-social, peut être aussi directement impacté par les événements extrêmes de plus en plus d'intenses et fréquents, qui rajoutent une pression supplémentaire sur un système de santé, mais qu'on commence quand même à voir certains établissements qui s'adaptent à ces événements extrêmes, comme à l'image, par exemple, des CCAS qui mettent en place un certain nombre d'accompagnements ou des structures. Dans les structures, on voit aussi des initiatives qui se mettent en place de façon, comment dirais-je, établissement par établissement pour lutter contre les canicules, etc. Mais on voit quand même que effectivement, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, et notamment dû à un parc hospitalier et des infrastructures qui sont assez vieillissantes. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire. Et actuellement, il y a des travaux qui sont menés, notamment en lien avec l'élaboration de diagnostics de vulnérabilité des établissements sanitaires et sociaux sanitaires. On termine la partie de cette section-là aussi sur une note plutôt positive pour rappeler que finalement, en regardant l'impact sanitaire, il y a des impacts négatifs, mais peut-être qu'en recentrant la question de la santé au cœur du débat, on peut peut-être envisager une accélération des transformations, notamment par le fait qu'on pointe que de nombreuses actions d'atténuation peuvent présenter un certain nombre de co-bénéfices sur la santé, l'environnement et le climat. Et donc, vous trouverez dans le bulletin un graphique qui donne quelques exemples de co-bénéfices santé, environnement, climat, d'action climatique d'une part, et de montrer aussi que des actions telles que l'urbanisme favorable à la santé peuvent présenter des co-bénéfices de lutte contre le changement climatique. Donc, à travers ces quelques exemples qui sont présentés sur un graphique qui est disponible dans le bulletin, on peut donner plus d'éléments de compréhension de l'ensemble des mécanismes qui relient certaines stratégies climatiques ou de santé à la santé avec cette approche systémique. Et on donne un exemple plus spécifique qui est lié aux mobilités actives, puisque en soutenant le développement de transports à faible émission de gaz à effet de serre ou en soutenant des actions de report modal de la voiture individuelle vers des mobilités actives et collectives, on enclenche en fait un certain nombre de mécanismes positifs pour la santé qui passent par la réduction des émissions des gaz à effet de serre par report, par diminution du trafic routier. Ça engendre aussi, cette diminution du trafic routier, une diminution des émissions sonores. Le fait d'avoir un report modal de la voiture individuelle aux mobilités actives et collectives, ça peut entraîner une augmentation des pratiques d'activité physique et également augmenter un certain nombre d'opportunités d'interaction sociale, etc., etc. Et tout ça participe de façon
à l'échelle locale et assez rapidement. Donc, ça donne aussi un côté effectif au changement climatique, a des bénéfices sur la santé des populations. Donc, vous trouverez un exemple de graphique détaillé sur toutes ces approches par l'éco-bénéfice. Et ça incite aussi à pouvoir comment dirais-je, décloisonner en fait la prise de décision en pensant climat dans les politiques de santé et penser santé dans les politiques qui ne sont pas forcément dédiées à la santé. Donc voilà pour la partie climat et santé. Euh, oui, du coup, alors il y a aussi donc un point, un chapitre dédié à l'éco-anxiété, donc le mal du siècle, qui est présenté donc qui a été notamment piloté par notre collègue Alain Saumin, hein, qui est spécialiste de ces sujets-là et qui pointe justement une appréhension devant l'incertitude et l'ampleur des risques qui n'affectent pas le monde de manière identique. Et donc, on y retrouve aussi la présentation du graphique sur le continuum de l'éco-anxiété. Et puis, donc voilà, il y a je ne suis pas sûre de pouvoir tout détailler aussi bien que Alain, mais du coup, il y a vraiment quand même quelque chose autour de l'éco-anxiété qui est pas mal détaillé dans ce bulletin. Et qui pointe aussi que ça peut être un moteur effectivement pour l'action individuelle et collective suivant le degré en fait d'éco-anxiété qui peut aller voilà, qui peut être stimulant et c'est quand il atteint un certain niveau qui peut devenir pathologique. Donc c'est vraiment toute une échelle graduée qui est bien expliquée dans le bulletin cette année. Jean-Pierre, du coup? Oui, merci Vincent. Oui, donc juste un petit point, j'ai entendu là qu'on parlait à plusieurs reprises de politique publique. C'est vrai que dans le cadre du bulletin, on a essayé aussi de mettre un focus sur cette question-là, qui est à la fois une question clé pour les enjeux et le changement face aux transformations climatiques, mais aussi c'est une question évidemment de recherche et on a plusieurs contributions qui sont centrées sur ces thématiques-là. Alors d'abord au niveau international, puisque dans l'ordre, évidemment, on a tous en tête les régulations internationales sur le sujet. Rappeler tout de même, alors après quelques, on va dire, déceptions bien compréhensibles sur la lenteur des processus onusiens et sur l'avancement de cet ordre international, que tout de même, on a un cadre normatif qui se renforce. Alors, voilà, il y a des allées, des retours, il y a des reculs, mais en même temps, on voit que dans la progression régulière de ce cadre normatif, s'impose l'idée d'une référence normative forte qui a des effets, on va dire, en cascade sur les États et sur les territoires. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la situation où voilà, il n'y avait pas de référentiel Trois commun. trucs à la fois. On a ce référentiel qui commence à se mettre en place et qui se lit maintenant de façon assez forte, y compris au niveau européen, au niveau national. Deuxième, évidemment, point important, c'est que le système onusien multilatéral est à la fois très critiqué, mais il est extrêmement précieux, puisque on sait encore que cette grande réunion de parties prenantes est aussi un des moteurs importants par rapport à certains reculs qu'on peut observer dans certains pays. Le multilatéralisme, c'est aussi la possibilité d'avoir un moteur qui continue à fonctionner et qui fait avancer la plupart des pays, quand certains sont évidemment tenté par des retours en arrière. Troisième point important aussi, toujours se rappeler d'un côté aussi positif. On a peut-être besoin dans des périodes qui sont pas très faciles de ce point de vue-là, mais se rappeler aussi que le droit et le cadre normatif avance également parce qu'il y a des contentieux qui sont de plus en plus nombreux en droit administratif, dans la sphère administrative, mais aussi privée. Donc une action à la fois des fois citoyenne, associative très importante, peu de victoires décisives, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas des arbitrages et des grandes avancées, mais en même temps, se maintient l'idée que on a un sujet fondamental de débat qui, là, se développe dans des scènes qui sont des scènes judiciaires contentieuses, qui, là aussi, contribuent quand même à affirmer la présence d'un cadre normatif voilà, auquel tout le monde doit faire référence et qui s'impose, en tout cas, au moins symboliquement.
Alors, je continue puisque l'idée aussi du bulletin était de travailler, on va dire, dans une approche multiniveau, donc niveau international, certes, mais évidemment, dans le cadre voilà, du HCBC, la question était on se posait le rôle et l'importance du niveau régional. Euh, un rappel qui était aussi utile dans des approches, je veux dire, de sciences politiques, d'analyse des politiques publiques, c'est de refaire un petit peu de chronologie, hein, en montrant que finalement la mise en place d'une gouvernance régionale est à la fois très récente, on va dire depuis les années 2015 à 2010-2015, en fonction d'un certain nombre de lois, mais aussi de prise de position des régions. Donc assez récente, mais en même temps qui s'est construit de façon aussi là positive, c'est-à-dire que peu de choses, voire rien n'existait. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en place. Et la collectivité régionale, alors ça c'est le terme technique, hein, juridique, est devenu chef de file. Alors c'est un terme qui est assez peu déterminé, on va dire, juridiquement, un rôle assez flou. Et on voit, alors avec une comparaison assez rapide qu'on a faite, mais qui est appuyée sur la littérature, que les régions n'ont pas saisi de la même façon en France, les 13 régions, de la même façon ce rôle. Donc avec un gradient de positionnement on va dire du plus actif au moins actif. La Bretagne se situant, on va dire, dans une position médiane sur ce gradient. Et globalement, que ce soit pour toutes les régions, et donc ça vaut aussi pour la région Bretagne, une gouvernance qui a été qualifié, on reprend le terme le terme incantatoire, c'est-à-dire que une gouvernance qui est d'abord d'affirmation de principes, d'objectifs, encore une fois, ce qui est une bonne chose, mais si on regarde de près dans les outils et l'appareillage qui permet de mettre en œuvre ces objectifs, on s'aperçoit que le pilotage est assez limité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité à suivre la réalisation de ces objectifs, et que la planification, qui est l'outil principal, hein, donc avec les schémas comme le SRADET, la planification qui permettrait d'atteindre ces objectifs est assez peu, voire pas du tout prescriptive pour pas mal de domaines, et du coup avec évidemment une très forte incertitude sur la mise en œuvre de ces objectifs affichés. Troisième point, et on l'évoque rapidement, mais c'est une tendance qui est nette, c'est par rapport à on va dire, cette inaction ou cette tentation de l'inaction climatique régionale, une recentralisation de ces questions avec un rôle plus affirmé de l'État, ce qui ne veut pas dire que l'État fera peut-être davantage, mais en tout cas qu'il y a une reprise de contrôle par un certain nombre de dispositifs de ces politiques climatiques qui est assez nette. Quelques mots sur un chapitre important aussi de notre bulletin qui est consacré à la mobilité. On sait que ça représente à peu près un tiers hein, des émissions de gaz à effet de serre au niveau national et à peu près la même chose en Bretagne. Alors, la Bretagne, en partie du fait de sa géographie, mais pas seulement, est une région où on mobilise beaucoup la voiture. Le taux d'utilisation de la voiture en Bretagne est plus élevé qu'au niveau national. Ce que l'on montre dans le bulletin, c'est l'analyse, c'est finalement basé sur des analyses sociologiques. Hein. C'est que c'est pas uniquement un facteur géographique, mais c'est aussi finalement un héritage social et culturel du recours à la voiture, une certaine manière également de penser l'aménagement du territoire qui fait que le recours à au véhicule individuel et à l'autosolisme est finalement assez ancré dans les mœurs et les pratiques des Bretons. Alors la carte, elle montre que ces mobilités sont quand même assez différenciées selon les territoires. Donc là, la carte, elle montre où est-ce qu'il y a le moins ou le plus de ménages avec équipement automobile. On voit que le recours à l'automobile est moins important dans les grandes agglomérations, en partie puisqu'il y a des systèmes de transport en commun plus denses et peut-être plus performants, peut-être aussi parce que le niveau de vie moyen peut être différent. Et puis le recours aux véhicules individuels est aussi plus important dans les régions de faible densité rurale où finalement, eh bien, beaucoup de ménages se retrouvent sans autre possibilité que le recours aux véhicules individuels. Donc, au-delà de l'aspect cartographique, hein, ce que montre aussi
le bulletin, c'est que les pratiques de mobilité sont assez différentes selon des caractéristiques sociodémographiques, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de la catégorie sociale, et donc que certaines grilles de lecture sont pas forcément toujours appropriées quand on essaie d'analyser plus en détail cette mobilité. On a souvent l'habitude d'utiliser la méthode d'éviter, réduire ou améliorer ce recours à la mobilité. Donc, quelle est la part des modalités de report technique, d'autres différents types de transport collectif. Mais on voit finalement que tout ça n'est pas suffisant pour appréhender la diversité un petit peu des situations. Alors, un seul exemple, hein, alors on a déjà parlé avec Anne des mobilités actives. Un autre exemple qui est mis en avant dans le bulletin, c'est le covoiturage qui ne se prête qu'en partie à cette déclinaison ERA et que ça correspond en partie aussi à une logique de sobriété, mais aussi de revisite finalement du lien ou des liens sociaux entre les individus. Comment rompre cet autosolisme et avoir des mobilités qui soient un petit peu plus partagées et facteurs éventuellement de plus grande proximité sociale entre les individus. C'est pas qu'une question de proximité territoriale, c'est aussi une question de lien social qu'interroge aussi finalement cette étude des mobilités. Alors, le chapitre suivant concerne l'habitat. Donc, un point important des émissions, c'est à peu près un cinquième hein, des émissions. Vous avez des chiffres plus précis ici liés au mode d'habiter. Donc, il était important pour nous aussi de présenter dans le détail à la fois le bilan et puis les solutions, les évolutions possibles en termes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique sur la région Bretagne. Alors, il y a un certain nombre de leviers qui ont été mis en avant, donc qui vous sont rappelés ici. La rénovation énergétique des logements, donc qui doit à la fois tenir compte du fait que les bâtiments doivent maintenant éviter d'être des passoires thermiques, donc on pense plutôt à l'efficacité thermique hivernale, mais doivent aussi prendre en compte le fait que dans un climat plus chaud, eh bien, les bâtiments doivent aussi éviter d'être des bouilloires thermiques, c'est-à-dire d'accumuler de la chaleur pendant l'été et rendre les bâtiments plus difficilement supportables lors des vagues de chaleur. Donc ça, c'est un point important. La décarbonation des systèmes de chauffage est aussi quelque chose qui est important. Donc, alors, avec toute une série de dispositifs, certains qui sont d'ailleurs aidés par les politiques publiques, enfin, aidés avec des allées et venues, hein, si on pense par exemple à ma prime rénov, et puis des choix de matériaux écologiquement pertinents. Donc ça, c'est notamment un certain nombre de choses que l'on dit depuis notre premier bulletin, des recours à des matériaux qui permettent de sortir des constructions à forte émission de carbone. On pense par exemple au béton, mais la Bretagne étant une région agricole avec un certain nombre de produits qui pourraient se substituer à des matériaux fortement carbonés, jusqu'ici massivement utilisés dans les constructions, peuvent être aussi des leviers intéressants. Et puis la dernière idée qui est mise en avant aussi, c'est la question de la sobriété. Alors on n'y pense pas toujours quand on parle de sobriété, c'est pas forcément toujours l'habitat qui vient en première idée, et pourtant c'est un levier important à la fois quand on regarde le nombre de mètres carrés par habitant, donc sur la taille des logements, mais aussi à l'emprise des logements, et donc ça renvoie à la question de l'artificialisation pardon des territoires, et donc l'évolution avec le zéro artificialisation nette. Et puis, c'est aussi la question de l'habitat posé en Bretagne par le poids très important du littoral et des résidences secondaires, qui est aussi une autre façon d'interroger à la fois sur le plan du territoire et sur le plan sociétal du poids et de la contribution particulièrement forte de ce secteur en Bretagne. Et donc, limiter l'étalement urbain, et notamment sur le littoral, fait partie de ces enjeux qui questionnent fortement la société bretonne sur cette question des changements climatiques. La diapositive suivante nous fait passer à Jean-Pierre de nouveau.
Merci Vincent. Oui, donc je crois qu'on est arrivé vers la fin de la présentation. Donc on voulait conclure dans le bulletin sur la partie plutôt des leviers ou des dynamiques potentielles, et donc en particulier sur les mobilisations et les actions des citoyens par rapport à un certain nombre de résistances ou de freins que on avait identifiés à différents niveaux dans le bulletin lui-même et bon, évidemment dans la littérature. Alors petit point historique toujours pour avoir finalement les apports des sciences de l'histoire dans le débat, mais c'est vrai que quand on parle alors, puis très récemment de backlash, il faut pas oublier que quasiment depuis les premières formes d'action publique autour de l'environnement et puis du climat, on a eu des résistances à l'action climatique, donc rien de neuf, on va dire, sous le soleil qui chauffe davantage. Mais évidemment, on a aujourd'hui, on va dire, on peut être en haut de la courbe dans des réactions qui sont assez cycliques vis-à-vis de la nécessité du changement. Alors, notre type d'analyse qu'on proposait aussi dans l'état de l'art autour de ces questions-là, c'est de rappeler que les freins que l'on peut identifier sont à la fois individuels et collectifs. Donc, souvent, on parle de multidisciplinarité et c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que la psychologie doit fonctionner avec la sociologie, les sciences politiques, l'économie, etc., la gestion, pour arriver à comprendre ce qui fait finalement résistance par rapport à la nécessité du changement. Et un des éléments qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est que on ne doit pas rester on va dire, dans un usage un peu mécanique, instrumental des sciences sociales, avec une forme d'ingénierie en disant mais pourquoi ça freine, mais rappeler également que d'un point de vue tout à fait légitime au sens démocratique du terme, les citoyens eux-mêmes ont des valeurs, des choix politiques, et que par rapport aux enjeux et aux défis du changement climatique, on a effectivement des options, des scénarios différents qui sont là aussi légitimes et qui sont finalement des éléments qu'il faut mettre en débat dans la société. Il n'y a pas de seule solution possible. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs options, et c'est ça qui est nécessaire qui est nécessaire de discuter collectivement. Alors c'est aussi le point là, c'est on va dire de l'organisation démocratique voilà qui est nécessaire de mettre en avant. C'est-à-dire que si on doit avoir des arbitrages climatiques robustes, c'est-à-dire qui tiennent dans le temps, et on sait que c'est absolument indispensable que l'action publique se développe sur des décennies pour être à la hauteur finalement des changements nécessaires. Les arbitrages qui doivent être mis en place doivent résulter de procédures démocratiques qui sont inclusives, pluralistes, qui font intervenir les différentes parties prenantes et qui sont éclairées par les constats scientifiques. Dans cette répartition équilibrée voilà, on produit des constats sur les faits et on a ensuite un débat sur ces questions-là. Mais évidemment, petit point important, il faut que les constats scientifiques eux-mêmes soient entièrement libres d'être produits avec tous les moyens nécessaires et qu'il n'y ait pas des effets finalement d'obscurcissement ou d'ignorance parce que sinon, évidemment, si on empêche les scientifiques à la fois de faire leur travail et de diffuser leurs connaissances, on peut avoir des effets délétères sur le débat démocratique. Dernier point sur ces questions-là, c'est de rappeler également que il ne faut absolument pas tenter, comme ça peut être fait, d'opposer finalement des citoyens qui seraient davantage militants, actifs, en général en petit nombre par rapport à une masse plus inerte. Ce que l'on constate, et là aussi à partir d'analyses évidemment à la fois sondage d'opinion, études sur les attitudes, c'est qu'on voit qu'on a des continuums dans les populations entre ceux qui sont le moins engagés dans l'action climatique jusqu'à ceux qui le sont le plus, et que ce qui explique souvent cette variation, ce sont aussi les conditions matérielles. On l'a plusieurs fois évoqué dans le précédemment, matérielles, économiques, sociales, qui permettent d'aller plus loin. C'est-à-dire que souvent, il y a l'engagement est là, mais ce qui manque, ce sont les modalités concrètes, l'accessibilité à certains comportements. Et là, c'est pour finir sur ce point, finalement, le rôle des politiques publiques, c'est aussi de rendre accessible, possible,
ce passage à l'acte, on va dire, citoyen. Donc, ne pas considérer que finalement c'est juste une question de bonne volonté de la part des personnes ou des populations, mais aussi de créer les conditions qui permettent que les bonnes volontés qui existent trouvent un débouché. Et donc là, c'est toute la question de l'action collective, de permettre par différents aménagements, décisions, investissements collectifs, ce passage à l'acte que évidemment tout le monde attend. Merci Jean-Pierre. Écoutez, merci à tous. On termine ce webinaire en vous rappelant qu'il y aura une suite, et notamment le 19 mai, donc l'organisation du forum Climat et Territoire,